dites honnêtement. Avez-vous parfois l'impression que la vie passe trop vite et que vous n'avez pas le temps de vraiment la ressentir? Les jours s'enchaînent, vous êtes occupé par vos tâches, vous gérez vos responsabilités, vous faites des plans, mais il vous arrive parfois d'avoir une étrange sensation, comme si tout se déroulait en mode automatique. Vous vivez, mais sans ressentir pleinement l'instant présent. Beaucoup de personnes vivent ainsi, l'esprit constamment tourné vers l'avenir ou coincé dans le passé. Mais il existe une autre manière de vivre, lorsque l'attention revient au moment présent et que même les choses les plus simples commencent à être perçues autrement. Dans cet livre audio, vous découvrirez comment sortir de cette course permanente et commencer à vivre votre vie de manière plus consciente. Écoutez jusqu'à la fin, car la conversation qui commence maintenant pourrait transformer votre perception du temps. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles livres audio. Et maintenant, nous commençons. Introduction. L'appel du moment présent. Combien d'entre nous traversent leur journée comme des somnambules? Nous accomplissons nos gestes quotidiens dans une sorte de brouillard mental, l'esprit constamment ailleurs. Notre attention saute d'une préoccupation à l'autre, se perd dans des scénarios imaginaires, revisite sans cesse le passé ou anticipe frénétiquement l'avenir. Cette agitation perpétuelle nous éloigne de ce qui compte vraiment, l'expérience vivante de l'instant qui se déroule sous nos yeux. Cette fuite en avant a un prix. En refusant d'habiter pleinement notre présence, nous passons à côté de la richesse de notre propre existence. Nous développons des stratégies d'évitement sophistiquées, cherchant n'importe quelle distraction pour ne pas avoir à faire face à nous-mêmes. Les écrans, les obligations sans fin, le bavardage mental incessant, autant de refuges qui nous permettent d'échapper à la rencontre avec notre intériorité. C'est précisément ici que la pratique méditative intervient comme une force transformatrice. Elle propose une direction radicalement différente, celle du retour à soi, de l'ancrage dans le présent, de l'acceptation totale de ce qui est. Méditer, c'est faire le choix conscient d'être pleinement là, d'embrasser chaque moment dans sa totalité, avec tout ce qu'il contient de beauté, d'inconfort, de banalité ou d'extraordinaire. Le véritable art de vivre ne se trouve ni dans le passé ni dans le futur, mais dans cet espace sacré qu'on appelle « maintenant ». Toutes les traditions méditatives, qu'elles émergent du bouddhisme ou d'autres sagesses orientales, convergent vers cette même compréhension fondamentale. La conscience du moment présent, ce que les anglophones nomment « mindfulness », constitue le cœur battant de toute pratique spirituelle authentique. Ce principe peut sembler d'une simplicité désarmante. Et c'est vrai, conceptuellement, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Pourtant, l'application concrète de cette conscience révèle rapidement sa vraie nature. Un défi considérable. Nos schémas mentaux, forgés par des années de conditionnement, résistent farouchement. Ils nous arrachent constamment au présent, nous entraînant dans leur tourbillon familier de pensées, de jugements et de distractions. La méditation devient cet entraînement patient qui nous permet, encore et encore, de revenir à notre centre, de retrouver cet état de présence pure. Pourquoi méditer? Cette question mérite toute votre attention. S'engager dans une pratique régulière sur le long terme exige plus qu'un simple intérêt passager. Vous avez besoin d'une motivation profonde, ancrée dans vos valeurs les plus authentiques. Prenez le temps d'explorer vos raisons. Créez votre propre liste de motivation, puis creusez davantage. Interrogez-vous sans relâche. Qu'est-ce qui vous attire vraiment vers cette pratique? Qu'espérez-vous découvrir, transformer, libérer en vous? Ces réponses évolueront avec votre cheminement, se raffinant et s'approfondissant au fil du temps. La pratique méditative cultive des qualités essentielles, la confiance en votre propre expérience, la capacité de concentration et cette neutralité bienveillante qui vous permet d'observer sans juger. Ces compétences vous équipent pour affronter les territoires intérieurs difficiles, ces zones de votre psyché que vous avez peut-être évitées pendant des années. En ce sens, la méditation offre un processus de croissance personnelle comparable à celui d'une psychothérapie approfondie. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas seulement d'un outil psychologique parmi d'autres.
la méditation transcende le cadre purement mental. C'est une aventure spirituelle qui touche à l'essence même de votre être. Voici une vérité libératrice. Penser que vous êtes incapable de méditer revient à croire que vous ne pouvez pas respirer, focaliser votre attention ou vous détendre. Ces capacités sont déjà en vous, innées et accessibles. Il suffit de leur donner l'espace nécessaire pour s'épanouir. Arrêtez-vous un instant. Portez un regard honnête sur le chemin parcouru. Où en êtes-vous dans votre vie? Quelles aspirations guident vos pas? Vers quelle destination vous dirigez-vous, consciemment ou non? Et surtout, à quelle distance vous trouvez-vous de ce que vous désirez vraiment être? Beaucoup espèrent que modifier leur environnement extérieur résoudra leurs difficultés intérieures. Un nouveau travail, un déménagement, de nouvelles fréquentations, ces changements semblent promettre un recommencement salvateur. C'est une illusion tenace. Sans une transformation authentique de nos modes de pensée, de nos habitudes enracinées et de nos schémas émotionnels, nous reproduisons inévitablement les mêmes dynamiques dans de nouveaux décors. La géographie extérieure peut changer, mais la cartographie intérieure reste identique. Trop souvent, nous vivons en désaccord avec notre propre existence. Nous refusons d'assumer la responsabilité de nos résultats, préférant attribuer nos échecs aux circonstances ou aux autres. Cette posture d'évitement nous empêche de grandir. Dans le domaine de la méditation aussi, ce mécanisme se manifeste. Certains cherchent la technique miraculeuse, le maître parfait, l'illumination soudaine qui les dispensera de tout travail intérieur. Une autre forme de fuite. La réalité est plus exigeante mais aussi plus gratifiante. Il n'existe aucun raccourci magique pour échapper à soi-même. En revanche, un chemin s'offre à vous, celui de la connaissance de soi. En l'empruntant, vous pouvez vous retrouver, vous réconcilier avec votre histoire et accueillir pleinement ce qui compose votre réalité présente, aussi imparfaite soit-elle. L'enjeu central consiste à reconnaître et à accepter ce qui se présente à vous, même quand c'est inconfortable ou douloureux, puis à mobiliser toute votre énergie disponible pour votre croissance et votre transformation intérieure. Ce livre contient également 3 méditations guidées, conçues pour accompagner votre pratique quotidienne. Ces exercices vous aideront à trouver la sérénité au milieu du chaos ambiant, à régénérer votre vitalité et à clarifier vos intentions pour avancer vers vos aspirations les plus chères. L'art de la méditation ouvre une porte vers un voyage intérieur fascinant. En franchissant ce seuil, vous découvrirez des dimensions inexplorées de vous-même et de l'existence. Notre ambition est de vous guider vers l'harmonie, la paix intérieure et l'inspiration, afin que vous deveniez l'architecte conscient de votre propre vie. Êtes-vous prêt à embrasser cette aventure extraordinaire? Êtes-vous prêt à emprunter un chemin où chaque instant ordinaire révèle sa nature miraculeuse? Si votre réponse est oui, installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous glisser dans l'univers de la méditation. Préparez-vous à rencontrer une version renouvelée de vous-même et à toucher cette paix profonde qui réside au cœur de votre être. Abordez ce parcours avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Donnez-vous la permission d'accéder à votre force intérieure et à votre sagesse innée. Considérez ceci comme le premier pas d'un voyage vers l'harmonie et la création consciente de votre existence. Votre transformation commence maintenant. Chapitre 1. Méditation et conscience du présent. Consacrez 20 minutes quotidiennes à la méditation. Mais si vous manquez vraiment de temps, alors méditez 1 heure par jour. Sagesse bouddhiste. Dans notre époque d'accélération perpétuelle et de sollicitation incessante, la méditation connaît un regain d'intérêt spectaculaire. Ce n'est pas un hasard. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. Cette pratique transforme profondément notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Pourtant, derrière l'engouement contemporain se cache une richesse historique et philosophique que peu prennent le temps d'explorer. Comprendre d'où vient la méditation, saisir les visions du monde qui l'ont nourrie, c'est enrichir considérablement sa propre pratique. C'est aussi s'affranchir de certaines idées reçues qui limitent notre compréhension de cet art millénaire. Une pratique universelle, bien au-delà des clichés orientaux.
Beaucoup imaginent la méditation comme une importation récente venue d'Asie, une mode New Age teintée d'exotisme. Cette vision réductrice masque une réalité fascinante. La méditation n'appartient à aucune culture en particulier. Elle constitue une capacité humaine fondamentale qui a émergé indépendamment dans des civilisations éloignées les unes des autres, sans aucun contact entre elles. Chercher l'inventeur de la méditation revient à chercher qui a inventé la cuisine. Les êtres humains, confrontés à leurs besoins vitaux, ont développé spontanément des techniques pour se nourrir. De la même façon, face au besoin d'apaiser l'esprit et de transcender les préoccupations quotidiennes, différentes cultures ont élaboré leur propre forme de pratique contemplative. Cette convergence révèle quelque chose d'essentiel. La méditation répond à une aspiration profondément ancrée dans la condition humaine. Les anthropologues et les historiens des religions proposent même une hypothèse audacieuse. Les rituels collectifs autour du feu, pratiqués il y a environ 200 000 ans, auraient joué un rôle crucial dans l'évolution de nos capacités cognitives. Ces moments de contemplation partagée face aux flammes auraient stimulé le développement de notre mémoire de travail et préparé l'émergence du langage symbolique. La méditation serait ainsi gravée dans notre ADN culturel depuis les origines de notre humanité. Les racines orientales, sagesse et transformation. Si la méditation possède cette dimension universelle, certaines civilisations ont particulièrement raffiné sa pratique et en ont fait le cœur de leur système philosophique et spirituel. L'Orient, avec ses traditions millénaires, a développé des approches d'une sophistication remarquable. Les textes védiques de l'Inde ancienne, rédigés aux alentours de 1500 avant notre ère, contiennent déjà des descriptions détaillées de techniques méditatives. Ces écrits sacrés ne se contentent pas de proposer des méthodes. Ils articulent une vision cosmique où chaque être participe d'une conscience universelle. Les mantras et les chants qu'ils présentent visent à harmoniser l'esprit individuel avec cette conscience plus vaste. Les Upanishads, textes philosophiques issus des Védas, approfondissent encore ces enseignements. Ils révèlent comment les sages antiques exploraient systématiquement les états de conscience, cherchant à percer les mystères de l'existence et à libérer l'esprit de ses limitations. La tradition bouddhiste a porté l'art de la méditation à des sommets inégalés. Au cœur de ces enseignements, une compréhension radicale. La souffrance humaine naît de notre incapacité à voir clairement la réalité telle qu'elle est. La méditation devient l'outil par excellence pour développer cette clarté de vision. L'attention portée au souffle, la cultivation de la présence attentive, la pratique de l'observation sans jugement. Autant de techniques qui transforment progressivement notre relation à l'expérience. Le bouddhisme ne propose pas simplement de se sentir mieux ou de gérer son stress. Il trace un chemin vers l'éveil, cette compréhension profonde qui libère de la souffrance existentielle. La méditation n'est pas un à côté de cette quête spirituelle, elle en constitue l'essence même. En Chine, le taoïsme a développé sa propre approche contemplative, intimement liée à une philosophie de l'harmonie naturelle. Pour les penseurs taoïstes, l'univers obéit à un ordre spontané, à un flux vital qu'ils nomment le Tao. Méditer, dans cette perspective, c'est s'aligner sur ce mouvement cosmique, dissoudre les tensions créées par nos efforts égotiques, retrouver la fluidité naturelle de l'existence. Les pratiques taoïstes cherchent à harmoniser l'énergie intérieure avec les rythmes de la nature et du cosmos. Cette vision holistique refuse la séparation entre le pratiquant et son environnement. Cultiver son monde intérieur devient indissociable de vivre en accord avec les lois universelles qui régissent toute vie. L'Occident méditatif, des traditions méconnues. Pendant longtemps, l'Occident moderne s'est représenté la méditation comme une pratique étrangère à sa propre histoire. Rien n'est plus faux. Bien avant que les enseignements bouddhistes ne traversent les océans au XXe siècle, les cultures européennes possédaient leur propre forme de contemplation profonde. Les druides, figures centrales des sociétés celtiques qui s'étendaient de l'Irlande à l'Espagne, pratiquaient des techniques d'exploration intérieure étonnamment proches de ce que nous appelons aujourd'hui méditation. Leurs rituels impliquaient des états de conscience modifiés, des voyages intérieurs et une présence amplifiée au monde naturel.
Malheureusement, comme leur transmission était principalement orale, nous avons perdu la plupart des détails précis de leur méthode. Mais les fragments qui subsistent révèlent une sophistication comparable aux traditions orientales. La Grèce antique, berceau de la philosophie occidentale, accordait également une place importante à l'introspection et à la contemplation. Pythagore, Socrate, Platon. Ces penseurs encourageaient leurs disciples à pratiquer l'examen de soi, à cultiver le silence intérieur, à rechercher la connaissance par le retour réflexif sur sa propre expérience. Le célèbre précepte delphique « Connais-toi toi-même » n'était pas qu'un slogan. Il impliquait un véritable travail contemplatif. Les traditions chrétiennes ont développé leurs propres pratiques méditatives, même si elles emploient souvent d'autres termes. La prière contemplative, l'oraison silencieuse, l'hésychasme des moines orthodoxes, autant de formes de méditation profonde qui partagent avec leurs équivalents orientaux l'objectif d'apaiser le mental et d'accéder à une expérience spirituelle directe. Cette histoire occidentale de la méditation reste largement méconnue, éclipsée par la vague d'engouement pour les traditions asiatiques. Pourtant, la reconnaître enrichit notre compréhension. La méditation n'est pas une greffe culturelle, mais la redécouverte d'un héritage qui nous appartient autant qu'à l'Orient. La révolution scientifique et l'émergence du mindfulness. Le XXe siècle marque un tournant décisif. La méditation, longtemps confinée aux sphères religieuses et ésotériques, devient un objet d'étude scientifique. Les premiers chercheurs à s'y intéresser rencontrent scepticisme et résistance. Comment prendre au sérieux des pratiques venues de traditions que la science moderne considérait comme superstitieuses? Pourtant, les données commencent à s'accumuler. Les électroencéphalogrammes révèlent des modifications spectaculaires de l'activité cérébrale chez les méditants expérimentés. Les études sur le stress montrent des réductions significatives du cortisol. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler, apparaît clairement stimulée par la pratique régulière. Dans les années 1970, John Kabat-Zinn développe le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, marquant un moment charnière. Il extrait les techniques méditatives de leur contexte religieux pour les rendre accessibles dans un cadre laïque et médical. Le mindfulness, cette attention consciente au moment présent, devient un outil thérapeutique validé scientifiquement pour gérer le stress, l'anxiété, la dépression chronique et même la douleur. Cette sécularisation de la méditation soulève des débats passionnés. Certains y voient une démocratisation salutaire qui permet à des millions de personnes de bénéficier de ces techniques. D'autres déplorent un appauvrissement, une réduction d'une voie spirituelle profonde à une simple technique de gestion du bien-être. La vérité se situe probablement entre ces extrêmes. La recherche scientifique a légitimé la méditation aux yeux d'une société moderne sceptique envers les traditions spirituelles. Elle a documenté ses effets bénéfiques avec une rigueur impossible à contester. Dans le même temps, elle ouvre la porte. Beaucoup de ceux qui découvrent la méditation pour gérer leur stress finissent par explorer ses dimensions philosophiques et spirituelles plus profondes. La méditation aujourd'hui, entre popularité et profondeur. Nous vivons une époque paradoxale. La méditation n'a jamais été aussi populaire, aussi accessible, aussi largement pratiquée. Des applications mobiles comptent des millions d'utilisateurs. Des entreprises proposent des séances à leurs employés. Des écoles l'intègrent dans leurs programmes. Cette diffusion massive est une victoire. Elle met à la portée du plus grand nombre des outils transformateurs. Pourtant, cette popularité comporte aussi des pièges. La méditation risque de devenir une simple technique de productivité, un moyen d'optimiser ses performances, de mieux supporter un système stressant sans remettre en question ce qui génère ce stress. Elle peut se réduire à une consommation de bien-être parmi d'autres, vidée de sa dimension transformatrice profonde. L'invitation ici est double. D'une part, reconnaître la valeur de toute pratique, même limitée. Quelques minutes de méditation quotidienne produisent des effets mesurables sur la santé mentale et physique. Aucune pratique n'est trop modeste pour commencer. D'autre part, rester ouvert à l'approfondissement.
La méditation peut être bien plus qu'une technique de relaxation. Elle ouvre sur une compréhension transformée de soi-même et de la réalité. Comprendre la richesse historique et philosophique de la méditation nourrit cette ouverture. Savoir que vous rejoignez une lignée millénaire de chercheurs de vérité, que votre pratique s'inscrit dans une quête humaine universelle, cela donne une profondeur supplémentaire à chaque session, même brève. La méditation traverse les époques et les cultures parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel. Elle répond à ce besoin fondamental de trouver la paix au milieu de l'agitation, de découvrir qui nous sommes vraiment sous les couches de conditionnement, d'accéder à une qualité de présence et de conscience que notre mode de vie ordinaire nous fait perdre. Que vous pratiquiez pour réduire votre anxiété, améliorer votre concentration, explorer votre spiritualité ou simplement trouver quelques moments de calme dans votre journée, vous participez à cette aventure humaine millénaire. Et c'est dans cette participation consciente, informée, engagée, que la méditation déploie pleinement son potentiel transformateur. Votre pratique personnelle s'enrichit de cette compréhension. Elle cesse d'être un exercice isolé pour devenir un dialogue avec toutes ces traditions, toutes ces voies qui, à travers les siècles, ont exploré les mêmes territoires intérieurs que vous commencez à découvrir. Chapitre 2. Le fondement d'une pratique transformatrice. Quelle est la vraie nature de la méditation? Si vous pensez qu'il s'agit d'un bouclier contre les difficultés ou d'une technique pour devenir invulnérable aux souffrances, détrompez-vous immédiatement. L'objectif n'a jamais été de construire une forteresse émotionnelle ou d'atteindre une imperturbabilité factice. La proposition est radicalement différente. Développez votre capacité à accueillir pleinement ce qui se présente. Lorsque la douleur frappe à votre porte, au lieu de barricader l'entrée, vous apprenez à ouvrir. Quand la confusion envahit votre esprit, plutôt que de fuir dans la distraction, vous restez présent. Face au désarroi ou à la gêne, vous choisissez d'observer ces états avec une curiosité bienveillante plutôt qu'avec résistance. Un enseignant résume cette approche avec élégance. Observer vos pensées ne signifie pas les décortiquer pendant des heures d'analyse mentale. Cela signifie simplement les regarder passer, comme on regarde défiler un paysage par la fenêtre d'un train. Cultiver plutôt que répéter. Nous utilisons le terme « pratique » pour parler de méditation, mais attention aux pièges sémantiques. Dans notre esprit, pratiquer évoque souvent l'entraînement sportif ou musical, répéter un geste jusqu'à le maîtriser parfaitement. Cette logique de performance ne s'applique pas ici. Imaginez plutôt un agriculteur qui ensemence son champ. Il ne tire pas sur les pousses pour les faire grandir plus vite. Il prépare le terrain, sème au bon moment, irrigue régulièrement, protège ses cultures, puis laisse la nature opérer. Sa contribution consiste à créer et maintenir les conditions optimales. La croissance elle-même échappe à son contrôle direct. Votre approche méditative fonctionne selon le même principe. Vous créez les conditions en vous asseyant régulièrement, en ramenant votre attention au présent chaque fois qu'elle s'évade. Cette constance nourrit quelque chose en vous. Jour après jour, sans forcer, votre capacité de présence s'enracine et s'étend. Le piège serait de chercher à devenir bon en méditation comme on devient bon au tennis. La présence consciente ne fonctionne pas ainsi. Elle s'approfondit naturellement avec la régularité, révélant progressivement des dimensions de votre expérience que vous ne perceviez pas auparavant. Votre attention gagne en stabilité sans que vous ayez besoin de la discipliner violemment. Retenez cette vérité libératrice. Chaque instant de présence compte, indépendamment de votre niveau d'expérience. Le débutant qui se pose pour la première fois n'accomplit pas un acte moins valable que le méditant aguerri dans sa 1000e session. Les deux participent à la même exploration essentielle. Des parcours inspirants. Regardez autour de vous, des artistes mondialement reconnus, des acteurs sollicités de toutes parts, des personnalités évoluant sous pression constante intègrent la méditation à leur routine. Ce n'est pas un hasard ni un caprice de célébrité en quête de la dernière tendance. Lady Gaga navigue dans l'industrie musicale impitoyable. Jim Carrey a traversé des périodes sombres malgré sa carrière éclatante. Emma Watson jongle entre sa notoriété et ses engagements.
Tous affirment que leur pratique méditative constitue un ancrage indispensable. Pourquoi? Parce qu'ils constatent concrètement son impact sur leur équilibre, leur créativité, leur capacité à gérer les tensions. Les données scientifiques leur donnent raison. Les chercheurs documentent depuis des décennies les bénéfices mesurables: diminution du stress chronique, meilleure régulation des états anxieux, amélioration de la concentration, renforcement du système immunitaire. Ces résultats ne nécessitent ni statut particulier, ni moyens financiers extraordinaires. Vous pouvez accéder à ces mêmes bénéfices dès aujourd'hui. Aucun prérequis sinon votre décision de commencer, maintenant, avec vos ressources actuelles. Démarrez sans contrainte. Bonne nouvelle pour les perfectionnistes. La méditation ne vous impose aucune checklist préalable. Pas besoin d'acheter un coussin spécial à 200 €, de porter des vêtements particuliers ou d'atteindre un certain niveau de souplesse. Oubliez les prérequis intimidants. Cette simplicité d'accès représente une force majeure de la pratique. Cependant, quelques repères vous éviteront des faux départs et des déceptions inutiles. Commencez par reconnaître votre individualité irréductible. Votre ami s'extasie sur sa pratique matinale de 40 minutes en position du lotus. Parfait pour lui. Peut-être que vous trouverez votre rythme dans de courtes sessions le soir, assis sur une chaise. Aucun problème. Votre histoire personnelle, votre corps, votre emploi du temps, votre sensibilité, tous ces facteurs modèlent la façon dont vous vivrez la méditation. Ce qui passionne l'un peut laisser l'autre indifférent. Certains entrent facilement dans le silence total. D'autres préfèrent une voix qui guide leur attention. Quelques-uns méditent mieux en marchant qu'en restant immobiles. Ne cherchez pas la bonne méthode universelle. Cherchez plutôt votre porte d'entrée vers la présence. Testez différentes approches avec curiosité. Observez ce qui résonne vraiment en vous. Ajustez, affinez, personnalisez. Votre pratique doit vous ressembler. 6 qualités qui facilitent le chemin. Rassurez-vous, vous pouvez méditer sans développer préalablement des qualités particulières. La pratique est ouverte à tous, tels que vous êtes. Néanmoins, cultiver certaines attitudes rendra votre parcours plus harmonieux. Ces attitudes ne constituent pas des objectifs à atteindre avant de commencer, elles émergent naturellement de votre engagement régulier. La patience transforme votre rapport au temps. Nous vivons dans l'ère de la gratification instantanée. 3 clics et votre commande arrive demain. 2 secondes de chargement et vous trouvez la page trop lente. Cette mentalité ne fonctionne pas en méditation. Les transformations profondes nécessitent du temps. Des semaines passeront peut-être sans que vous perceviez de changements notables. Continuez quand même. Persévérez même quand votre esprit vous souffle que c'est inutile. Pensez au Dalai Lama. Malgré des décennies d'exil, malgré la destruction de sa culture, il maintient une attitude de compassion envers ses oppresseurs. Cette stabilité émotionnelle extraordinaire s'est forgée par des années de pratique patiente. L'observation sans étiquetage libère votre attention. Votre mental fonctionne comme une machine à catégoriser: bon/mauvais, agréable/désagréable, réussi/raté. À peine une pensée apparaît-elle qu'il la juge. Cette activité incessante vous coupe de l'expérience directe. Qu'il ait raison ou tort dans ses évaluations importe peu. Le simple fait d'évaluer constamment crée une barrière. Apprenez progressivement à suspendre ce réflexe. Observez ce qui surgit sans immédiatement le qualifier. Faites confiance au processus naturel de votre expérience plutôt que de vouloir tout contrôler. L'ouverture du cœur enrichit chaque session. Localisez en vous cette zone de bienveillance fondamentale. Même enfouie sous des couches de blessures et de protection, elle existe. Permettez à son rayonnement de s'exprimer. Cette générosité ne requiert pas nécessairement des dons matériels. Elle se manifeste dans votre qualité de présence, votre disponibilité intérieure, votre capacité à offrir de l'attention bienveillante, à vous-même d'abord, puis aux autres. L'acceptation de votre vulnérabilité vous fortifie. Tous les humains ont des limites, connaissent des moments de faiblesse, commettent des erreurs. Nier cette réalité vous fragilise. Inversement,
Reconnaître ouvertement « Oui, je suis vulnérable, j'ai des zones d'ombre, je ne sais pas tout » vous libère. Cette honnêteté radicale vous permet d'oser, d'expérimenter, d'apprendre sans être paralysé par la peur de l'échec. La sobriété volontaire clarifie votre pratique. Notre époque nous pousse à l'accumulation. Plus de techniques, plus d'applications, plus de livres, plus de contenu. Résistez à cette spirale. Avant d'ajouter un nouvel élément à votre arsenal méditatif, interrogez-vous sincèrement. En quoi cela va-t-il véritablement enrichir mon expérience? Souvent, moins signifie plus. Une approche simple, appliquée avec constance, transforme davantage qu'une collection de méthodes sophistiquées utilisées de façon sporadique. La concentration crée un cercle vertueux. Votre capacité à diriger et maintenir votre attention sur un point choisi, votre respiration, les sensations de votre corps, un son, constitue le moteur technique de la méditation. Au début, votre esprit ressemblera à un chiot excité sautant d'un objet à l'autre. Normal. Progressivement, cette attention se stabilise. Et voici le merveilleux paradoxe. Vous concentrer vous permet de méditer, et méditer renforce votre concentration. Chaque session nourrit la suivante. Composez avec le réel. Soyons honnêtes sur les contraintes pratiques. Peut-être que votre vie ressemble actuellement à un champ de bataille. Problèmes financiers pressants. Crise relationnelle. Logement exigu où l'intimité n'existe pas. Enfant en bas âge qui ne vous laisse jamais souffler. Ces conditions compliquent effectivement votre pratique. Ne le nions pas. Pour autant, elles ne la rendent pas impossible. Voici une vérité qui mérite d'être gravée dans le marbre. 5 minutes possèdent autant de valeur que 45. Pour la jeune mère épuisée par les nuits hachées, pour l'étudiant croulant sous la pression, même 60 secondes d'arrêt conscient représentent une victoire. Ces brèves fenêtres les font basculer du pilotage automatique à la présence éveillée. Cette transition, aussi courte soit-elle, réinitialise quelque chose d'essentiel. Elle interrompt la spirale de l'agitation mentale. Elle vous rappelle qu'une autre façon d'être existe, accessible immédiatement. Commencer modestement avec vos moyens actuels surpasse infiniment le fait de ne jamais commencer en attendant l'occasion parfaite. Le perfectionnisme paralyse. L'action imparfaite, même minime, transforme. Rappelez-vous, le plus long périple s'amorce toujours par un geste modeste. Votre chemin unique. Libérez-vous de l'illusion qu'il existe une méthode correcte unique, un itinéraire tracé d'avance que tous devraient suivre. Les traditions proposent différentes cartes pour explorer le même territoire intérieur. Certains chemins serpentent, d'autres va droit au but. Certains conviennent mieux à tel tempérament. Aucun ne détient la vérité absolue. Chaque respiration vous offre un nouveau départ. Votre attention a vagabondé pendant 10 minutes. La prochaine expiration vous permet de revenir au présent. Vous n'avez pas pratiqué depuis 15 jours? La prochaine session constitue une page blanche. Ne vous cramponnez ni au passé, ni à vos idées préconçues sur ce qui devrait se produire. Cultivez la confiance en votre expérience personnelle. Dans notre société saturée d'experts, nous avons désappris à écouter notre sagesse intérieure. Nous cherchons constamment la validation externe. La méditation vous reconnecte à votre autorité profonde. Oui, les enseignants et les traditions offrent des cartes précieuses. Mais finalement, personne ne peut pratiquer à votre place. Vous seul habitez votre expérience. Cette confiance en votre processus unique vous permet de vous sentir chez vous dans votre propre conscience, quelles que soient les circonstances. Un enseignant le formule ainsi. La confiance naît quand vous percevez que les événements peuvent se déployer dans un cadre porteur de cohérence et de sens, même au cœur de l'incertitude. Vous voilà équipé des repères essentiels. Non pas des règles rigides, mais des principes vivants qui guident votre exploration. Le reste s'apprend par l'expérience directe, session après session, souffle après souffle. Si vous sentez que ce sujet est vraiment actuel pour vous en ce moment, écrivez dans les commentaires le mot « actuel ». Chapitre 3. Retrouvez la confiance en soi.
Notre époque baigne dans une atmosphère paradoxale. Jamais l'information n'a été aussi accessible, jamais les choix aussi nombreux. Pourtant, cette abondance génère une paralysie décisionnelle massive. Face à chaque embranchement, nous hésitons, nous questionnons, nous cherchons frénétiquement des validations externes. Cette quête perpétuelle de réassurance révèle un problème fondamental. Nous avons perdu contact avec notre boussole intérieure. Développer une relation de confiance avec soi-même constitue bien plus qu'un simple exercice de développement personnel. C'est une compétence vitale qui irrigue tous les domaines de l'existence. Votre capacité à vous faire confiance détermine la qualité de vos décisions, la profondeur de vos relations, votre résilience face aux épreuves et, finalement, votre sentiment général d'accomplissement. Observez votre réaction lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie professionnelle ou personnelle. Immédiatement, un mécanisme d'évaluation s'enclenche. Cette personne mérite-t-elle ma confiance? Puis-je me montrer authentique avec elle? Va-t-elle me trahir ou me décevoir? Ces questions réflexes créent une vigilance épuisante. Lorsque ce doute s'installe chroniquement, il engendre anxiété, repli sur soi et une forme d'isolement relationnel. Mais voici le paradoxe fascinant. Toute cette méfiance envers autrui n'est que le reflet d'une méfiance plus profonde envers vous-même. Comment accorder votre confiance aux autres quand vous ne vous fiez pas à votre propre jugement? Le travail ne commence pas par apprendre à évaluer la fiabilité d'autrui, mais par reconstruire votre propre fiabilité à vos propres yeux. L'intelligence intuitive comme guide. Nous vivons dans une culture qui glorifie la rationalité analytique. Les décisions doivent être justifiées par des données, des arguments logiques, des preuves tangibles. Cette approche possède indéniablement sa valeur. Cependant, elle nous a coupé d'une autre forme d'intelligence tout aussi précieuse, l'intuition. Cette voix subtile en vous, que le brouhaha quotidien étouffe systématiquement, mérite d'être réhabilitée. Elle ne surgit pas du néant. Elle synthétise instantanément une quantité phénoménale d'informations, des micro-expressions faciales, des variations tonales, des incohérences comportementales, des patterns reconnus inconsciemment, que votre esprit conscient n'a pas le temps d'analyser. Les recherches en neurosciences confirment ce que les traditions ancestrales savent depuis longtemps. Nos premières impressions sur une personne, ses jugements quasi instantanés, s'avèrent souvent étonnamment justes. Votre système nerveux capte et traite des signaux que votre raison consciente n'a même pas remarqués. Cette capacité s'est affinée sur des millions d'années d'évolution où distinguer rapidement un allié d'une menace pouvait faire la différence entre la survie et la mort. Apprendre à faire confiance à cette intelligence intuitive ne signifie pas abandonner la réflexion. Cela signifie intégrer ces deux modes de connaissance, l'analyse rationnelle et la perception intuitive. Ensemble, ils forment un système de navigation bien plus performant que chacun pris séparément. Musclez votre esprit pour renforcer votre assurance. Votre cerveau fonctionne selon un principe simple mais implacable. Ce que vous n'utilisez pas s'atrophie. Les neuroscientifiques parlent de neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler constamment en fonction de vos activités. Sollicitez régulièrement certains circuits neuronaux et ils se renforcent. Laissez-les en friche et ils dépérissent. Cette réalité biologique a des implications directes sur la confiance en soi. Lorsque vous exercez votre jugement, que vous résolvez des problèmes complexes, que vous apprenez de nouvelles compétences, vous envoyez un message puissant à votre psyché. Je suis capable de comprendre, d'apprendre, de progresser. Cette démonstration répétée de compétences nourrit naturellement la confiance. Inversement, si vous évitez systématiquement les défis intellectuels, si vous déléguez toutes vos décisions, si vous cessez d'apprendre, votre estime de vos propres capacités s'érode. L'inaction engendre le doute qui engendre davantage d'inaction, un cercle vicieux difficile à briser. Entourez-vous intentionnellement de personnes stimulantes intellectuellement. Non pas pour vous comparer et vous sentir inférieur, mais pour absorber leur curiosité, leur façon d'aborder les problèmes, leur soif d'apprendre. L'intelligence collective d'un groupe élève chacun de ses membres.
Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez donc judicieusement votre écosystème humain. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit graduellement par accumulation de micro-expériences réussies. Vouloir tout changer du jour au lendemain garantit l'échec et renforce paradoxalement votre sentiment d'incompétence. Identifiez plutôt des situations à enjeux limités où vous pouvez commencer à exercer votre jugement autonome. Ces terrains d'entraînement vous permettent d'expérimenter sans risque majeur. Vous choisissez votre repas au restaurant sans consulter vos amis? Parfait. Vous décidez seul quelle série regarder ce soir? Excellent. Vous tranchez sur la couleur de vos nouveaux rideaux sans sonder 10 personnes. Bravo. Ces décisions semblent triviales, et elles le sont objectivement. Mais psychologiquement, chaque choix assumé renforce votre circuit de confiance. Vous accumulez des données qui prouvent « je peux décider, mes choix ont du sens, je survis parfaitement aux conséquences de mes décisions ». Progressivement, vous augmentez la difficulté. Des choix plus importants, avec des conséquences plus significatives. Mais toujours en respectant votre rythme, sans brûler les étapes. Si vous sentez que les obstacles intérieurs sont trop massifs pour les affronter seuls, l'accompagnement professionnel, thérapie, coaching, peut grandement accélérer le processus. Il n'y a aucune honte à demander du soutien. Au contraire, reconnaître ses limites et chercher l'aide appropriée démontre précisément le type de lucidité et de détermination qui caractérise les personnes confiantes. Construire un réseau de soutien authentique. Paradoxe apparent. Pour développer la confiance en soi, vous avez besoin des autres. Non pas pour qu'ils décident à votre place ou valident chacun de vos choix, mais pour créer un environnement émotionnellement sécurisant où l'expérimentation devient possible. Les êtres qui vous entourent doivent croire en votre potentiel, même quand vous doutez. Ils vous rappellent vos forces quand vous ne voyez que vos faiblesses. Ils célèbrent vos victoires et relativisent vos échecs. Ce miroir bienveillant vous aide à construire une image plus équilibrée de vous-même. Attention cependant, un soutien authentique ne signifie pas une complaisance aveugle. Les personnes vraiment aimantes vous challengent aussi, vous poussent gentiment hors de votre zone de confort, refusent de participer à votre apitoiement. Ce mélange de bienveillance et d'exigence crée le terreau optimal pour la croissance. Transformer les erreurs en tremplin. Voici une croyance toxique profondément ancrée dans notre culture. Les erreurs révèlent notre insuffisance. Cette association entre échec et indignité sabote massivement la confiance en soi. Si chaque faux pas confirme que vous êtes fondamentalement inadéquat, comment pourriez-vous vous faire confiance? Recadrez radicalement votre relation aux erreurs. Elles ne signalent pas votre incompétence. Elles marquent simplement les limites actuelles de vos connaissances et compétences. Ces limites sont temporaires et déplaçables. Chaque erreur contient des informations précieuses sur ce qu'il vous reste à apprendre. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont échoué plus souvent que les autres, mais qui ont persévéré. Elles ont développé une relation fonctionnelle avec l'échec, désagréable certes, mais instructif et nécessaire. Focalisez consciemment sur vos réussites et vos forces. Non par narcissisme, mais par équilibre. Vous avez probablement un biais attentionnel négatif. Vos erreurs vous sautent aux yeux, tandis que vos succès vous semblent normaux et sans intérêt. Corrigez activement ce déséquilibre en inventoriant régulièrement ce que vous faites bien, les obstacles que vous avez surmontés, les compétences que vous avez développées. Chaque difficulté traversée prouve votre résilience. Chaque problème résolu démontre votre capacité d'adaptation. Cette accumulation de preuves concrètes nourrit votre confiance bien plus efficacement que 1000 affirmations positives abstraites. Pourquoi manquons-nous de confiance en nous-mêmes? Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces patterns? Incapacité chronique à trancher sans consulter autrui, sentiment persistant de ne jamais être à la hauteur, autocritique féroce qui ressasse inlassablement vos erreurs passées, paralysie face aux choix importants. Ces manifestations variées partagent une racine commune, le manque de confiance en soi. Beaucoup interprètent ce manque comme un défaut de caractère, une faille congénitale de leur personnalité.
Je suis comme ça. C'est dans ma nature d'être anxieux et indécis. Cette explication fataliste soulage momentanément. Si c'est dans vos gènes, vous n'y pouvez rien, mais elle vous condamne à l'impuissance. La réalité est à la fois moins confortable et infiniment plus encourageante. Certes, le tempérament inné, l'hérédité et les expériences d'enfance jouent un rôle, mais leur influence reste minoritaire comparée aux facteurs déterminants, vos habitudes actuelles. Vos comportements quotidiens façonnent votre rapport à vous-même bien plus puissamment que votre ADN ou votre histoire. Si vous avez appris, par la répétition, à douter de vous et à vous scruter anxieusement, vous pouvez désapprendre ces patterns et en installer de nouveaux. Le cerveau reste plastique toute la vie. Cette perspective transforme tout. Vous n'êtes pas prisonnier d'une nature immuable. Vous êtes l'accumulateur de vos habitudes passées et vous pouvez devenir le créateur conscient de vos habitudes futures. Identifiez les comportements qui sapent votre confiance, puis travaillez méthodiquement à les remplacer par des alternatives constructives. 7 voies vers la confiance retrouvée. Première voie. Cessez la mendicité d'approbation. Distinguons clairement deux dynamiques très différentes. D'un côté, demandez conseil, vous consultez quelqu'un qui possède une expertise ou une perspective que vous n'avez pas, vous collectez des informations, puis vous décidez. De l'autre, quêtez l'approbation. Vous cherchez quelqu'un qui va endosser la responsabilité émotionnelle de votre choix, qui va absorber votre anxiété, qui va vous dire que tout ira bien. Cette deuxième dynamique crée une dépendance destructrice. Chaque fois que vous externalisez ainsi la gestion de vos émotions difficiles, vous renforcez la croyance inconsciente. Je ne peux pas gérer cela seul. J'ai besoin qu'on me rassure. À court terme, vous obtenez un soulagement. À long terme, vous détruisez méthodiquement votre confiance en vos propres ressources. Votre cerveau apprend par les conséquences. Si systématiquement, face à l'anxiété, vous trouvez quelqu'un pour la dissiper, votre système nerveux conclut logiquement « Cette émotion est dangereuse et je ne peux pas la gérer seul ». L'incompétence perçue s'ancre profondément. La solution ? Commencez à affronter directement vos émotions inconfortables. Pas héroïquement, pas brutalement, mais progressivement et avec méthode. Voici une approche simple en 3 temps lorsqu'une émotion difficile surgit. Reconnaître. En ce moment, je me sens mal. Quelque chose de désagréable se passe en moi. Pas de jugement, juste la constatation factuelle. Nommer. Cette sensation, c'est de l'anxiété. Ou ceci est de la tristesse. Ou je ressens de la colère. Le simple fait de labelliser l'émotion la rend déjà moins menaçante. Soutenir. Parlez-vous intérieurement avec la même bienveillance que vous offririez à votre meilleur ami ou à un enfant en détresse. C'est normal de se sentir ainsi dans cette situation. Tu as le droit d'avoir peur. Je suis là, ça va passer. Imaginez, demain vous présentez un projet crucial au travail. Votre réflexe habituel serait d'envoyer immédiatement 3 messages à des collègues pour obtenir leur réassurance. Résistez à cette impulsion. Asseyez-vous avec votre anxiété. Qu'est-ce qui vous effraie précisément ? La possibilité de questions auxquelles vous ne saurez pas répondre ? Le jugement de vos pairs ? L'enjeu professionnel ? En clarifiant ainsi votre peur, vous la rendez gérable. Votre problème n'est presque jamais votre capacité objective à gérer les situations. Votre vrai problème est votre capacité à tolérer l'inconfort émotionnel que ces situations génèrent. En développant cette tolérance, vous libérez votre potentiel d'action. Deuxième voie. Incarner l'affirmation de soi. L'assertivité, cette capacité à exprimer clairement vos pensées, besoins et limites tout en respectant ceux d'autrui, influence directement votre confiance. Chaque fois que vous ravalez vos idées par peur du jugement, vous envoyez à votre psyché un message dévastateur « Ce que je pense ne mérite pas d'être entendu ». Quelques scénarios révélateurs. Réunion de travail. Vous avez une suggestion pertinente mais vous vous taisez, craignant qu'on la trouve stupide. Résultat, vous rentrez chez vous en ruminant votre lâcheté.
Relation de couple. Une habitude de votre partenaire vous irrite, mais vous n'osez pas en parler pour ne pas créer de tension. Résultat, le ressentiment s'accumule silencieusement. Amitié. Votre ami arrive systématiquement avec 30 minutes de retard, mais vous souriez poliment au lieu d'aborder le sujet. Résultat, vous vous sentez irrespectée et impuissante. Dans ces 3 cas, vous sacrifiez vos besoins légitimes sur l'autel de la paix sociale. Cette stratégie semble noble en surface. Vous êtes facile à vivre, vous évitez les conflits. En réalité, elle programme votre esprit à croire que vos désirs comptent moins que le confort émotionnel d'autrui. Quand cette croyance s'installe profondément, l'autodévalorisation et le manque de confiance deviennent inévitables. Comment vous feriez-vous confiance si vous-même ne défendez jamais vos intérêts? Retenez ceci. L'assertivité constitue le socle de la confiance. Vous voulez vraiment développer une relation solide avec vous-même? Commencez à exister pleinement dans vos interactions. Exprimez vos idées. Posez vos limites. Faites entendre votre voix. Les personnes qui vous respectent vraiment apprécieront cette authenticité. Les autres, leur opinion importe-t-elle vraiment? Troisième voie. Documentez vos victoires. Observation intrigante. Les personnes qui doutent chroniquement d'elles-mêmes excellent dans l'art de minimiser leur réussite. Leur vie ressemble à une course d'obstacles où, sitôt une barrière franchie, elles se précipitent vers la suivante sans même marquer une pause. Aucune célébration, aucune reconnaissance, juste la perpétuelle poursuite du prochain défi. Ce pattern crée une perception biaisée de l'existence. Tout n'est que problème à résoudre, difficulté à surmonter, insuffisance à corriger. Dans ce narratif, vous apparaissez comme perpétuellement inadéquate, toujours en train de rattraper un retard imaginaire. Vous connaissez probablement les carnets de gratitude. Des études nombreuses démontrent leur efficacité. Consacrer quotidiennement quelques minutes à noter ce pour quoi vous êtes reconnaissant améliore significativement le bien-être psychologique. Appliquez maintenant ce principe à vous-même. Créez un journal de vos accomplissements. Chaque soir, avant de dormir, notez 1 ou 2 choses que vous avez bien faites aujourd'hui, des qualités que vous avez manifestées, des défis que vous avez relevés. Cela peut sembler artificiel au début. Je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Creusez davantage. Vous avez géré une conversation difficile avec diplomatie? Notez-le. Vous avez respecté votre engagement d'exercice physique malgré la fatigue? Parfait. Vous avez cuisiné un repas nourrissant au lieu de commander? Excellent. Ces petites choses ne sont pas petites. Elles constituent la trame quotidienne de votre compétence et de votre intégrité. En les reconnaissant explicitement, vous corrigez votre biais attentionnel négatif. Progressivement, votre auto-évaluation devient plus équilibrée. Et avec une meilleure appréciation de vous-même vient naturellement une confiance accrue. Quatrième voie, domptez votre anxiété. L'inquiétude chronique empoisonne la confiance en soi par un mécanisme simple mais implacable. Si vous passez vos journées à imaginer des scénarios catastrophiques, vous construisez une vision du futur saturée de menaces. Et face à un avenir perçu comme fondamentalement hostile, comment pourriez-vous vous sentir confiant? Exemple concret, vous vous inquiétez constamment de ce que les autres pensent de vous dans votre dos. Cette préoccupation rend extrêmement difficile de vous affirmer authentiquement. Vous censurez vos opinions, vous édulcorez vos positions, vous vous conformez anxieusement. L'inquiétude érode votre capacité à vous faire confiance dans vos interactions sociales. Gérer l'anxiété chronique devient donc souvent un prérequis pour reconstruire la confiance en soi. Parmi les nombreuses techniques disponibles, en voici une particulièrement efficace et simple: l'écriture des inquiétudes. Quand vous vous surprenez à ruminer anxieusement, sortez papier et stylo. Écrivez explicitement vos préoccupations. Pas dans votre tête, pas sur ordinateur, à la main, sur du papier. Ce geste produit plusieurs effets bénéfiques. Premièrement, écrire ralentit mécaniquement le processus d'inquiétude. Vous ne pouvez pas coucher les mots sur papier aussi rapidement que votre esprit peut générer des pensées anxieuses. Or,
Une inquiétude ralentie perd de son intensité émotionnelle. Deuxièmement, voir vos préoccupations formulées en phrases complètes sur une feuille vous donne de la distance. Elles sortent du brouillard mental pour devenir des énoncés concrets que vous pouvez examiner rationnellement. Certaines révèlent leur caractère exagéré ou improbable. D'autres pointent vers des problèmes réels nécessitant une action concrète plutôt que de l'inquiétude passive. Cette pratique simple mais puissante vous aide à distinguer les préoccupations légitimes, qui appellent une planification et une action, des ruminations anxieuses stériles, qui méritent d'être reconnues puis relâchées. Cinquième voie, honorez vos engagements envers vous-même. Paradoxe fréquent. Certaines personnes honorent scrupuleusement leurs promesses aux autres tout en violant systématiquement leurs engagements envers elles-mêmes. Elles répondent présentes pour leurs collègues, leurs amis, leur famille. Mais les promesses qu'elles se font: cette semaine, je vais au sport 3 fois. Ce mois-ci, je commence ce cours en ligne. Demain, je me couche tôt. Restent lettres mortes. Qu'est-ce que cette dynamique enseigne à votre psyché? Que vous n'êtes pas une priorité. Que vos propres besoins et objectifs comptent moins que ceux des autres. Que vous n'êtes pas digne de votre propre respect. Comment vous feriez-vous confiance dans ces conditions? Si vous ne tenez jamais parole envers vous-même, pourquoi croiriez-vous en votre capacité à gérer votre vie? Le problème sous-jacent est souvent l'incapacité à dire non. Vous acceptez toutes les sollicitations externes, dispersant votre énergie dans 1000 directions. Résultat, il ne reste plus rien pour vos propres priorités. Apprenez à refuser. Commencez petit. Une invitation sociale qui ne vous enthousiasme pas vraiment? Déclinez poliment. Une demande de service qui empiéterait sur votre temps personnel? Proposez une alternative ou expliquez que ce n'est pas possible en ce moment. Chaque non approprié dit aux autres libère de l'énergie pour un oui à vous-même. Et chaque fois que vous honorez vos engagements envers vous-même, vous renforcez le message « Je suis important ». Mes objectifs méritent d'être poursuivis. Je peux compter sur moi. Cette fiabilité vis-à-vis de vous-même constitue le fondement de la confiance en soi. Sixième voie, remplacez la critique par la compassion. Exercice mental. Imaginez votre premier jour dans une nouvelle entreprise. Tout le monde parle d'un collègue nommé Marc, et tout ce que vous entendez est négatif. Marc ne termine jamais ses projets à temps, son travail est bâclé, personne ne l'apprécie. Il risque d'être licencié sous peu. Puis, Marc entre dans votre bureau pour annoncer que vous allez collaborer sur un projet important. Comment vous sentiriez-vous? Probablement anxieux. Difficile de faire confiance à quelqu'un dont la réputation est si désastreuse, même si vous n'avez aucune expérience directe avec lui. Maintenant, transposez cette dynamique à votre relation avec vous-même. Si vous entretenez un discours intérieur constamment critique, « je suis nul »,« je rate toujours tout »,« je ne suis pas assez compétent », vous créez exactement la même situation. Vous êtes Marc à vos propres yeux. Comment pourriez-vous vous faire confiance quand votre narratif interne vous dépeint comme fondamentalement incompétent? Même si, objectivement, vous savez que vous avez des capacités, si votre voix intérieure répète inlassablement le contraire, le doute s'installe. L'autocritique chronique sabote impitoyablement la confiance en soi. La solution passe par l'autocompassion. Ce concept simple mais transformateur propose ceci. Lorsque vous faites face à un échec, une erreur ou un doute, parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher dans la même situation. Votre ami rate une présentation importante. Lui diriez-vous « Tu es vraiment nul, tu rates toujours tout, tu ne seras jamais à la hauteur ». Évidemment non. Vous proposeriez probablement « C'était difficile, tu as fait de ton mieux dans des circonstances compliquées, tu vas apprendre de cette expérience et faire mieux la prochaine fois ». Offrez-vous la même bienveillance. Non pas de la complaisance qui excuse tout, mais un soutien réaliste et encourageant qui reconnaît vos difficultés tout en affirmant votre capacité à progresser. Quand vous commencez à vous soutenir au lieu de vous démolir, la confiance en vous se reconstruit naturellement. Septième voie, osez la vulnérabilité émotionnelle. Croyance erronée mais répandue,
la confiance en soi concerne principalement vos compétences pratiques. En réalité, elle dépend surtout de votre capacité à gérer vos émotions difficiles. Pourquoi doutez-vous de vous? Rarement parce que vous manquez objectivement de compétences. Généralement parce que vous craignez de ne pas pouvoir supporter l'inconfort émotionnel potentiel, le rejet, l'humiliation, la déception, l'échec. Or, comment développer la confiance dans votre capacité émotionnelle si vous évitez systématiquement toute émotion inconfortable? Lorsqu'une sensation pénible surgit, vous vous distrayez, vous vous anesthésiez, vous cherchez immédiatement une échappatoire. Résultat, vous ne vous donnez jamais l'opportunité de découvrir que vous pouvez effectivement traverser ces états et en ressortir intact. L'exercice de vulnérabilité émotionnelle consiste simplement à exprimer vos sentiments plus ouvertement et honnêtement. Scénario classique. Après une journée éprouvante, votre partenaire vous demande comment vous allez. Réponse automatique superficielle. Bien, juste un peu fatigué. Vous changez de sujet. Alternative vulnérable. Honnêtement, je me sens assez anxieux à propos de ce projet au travail. Ou le commentaire de mon chef m'a vraiment blessé aujourd'hui. Cette authenticité émotionnelle vous entraîne à plusieurs niveaux. Vous pratiquez l'identification de vos états intérieurs. Vous vous autorisez à les ressentir sans les fuir. Vous découvrez que les nommer et les partager ne les amplifie pas catastrophiquement. Souvent, cela les apaise. Plus vous vous exercez ainsi, plus vous développez la confiance en votre capacité à naviguer dans le spectre complet de l'expérience humaine. Cette confiance émotionnelle rayonne ensuite sur tous les autres domaines de votre vie. La tyrannie des standards impossibles. Rien ne sabote plus efficacement la confiance en soi que le perfectionnisme. Lorsque vous établissez des critères de réussite irréalistes, puis vous flagellez pour ne pas les atteindre, vous créez une spirale d'échecs programmée. Exemple concret. En tant que parent, vous vous fixez comme standard. Mon enfant doit toujours se sentir heureux et aimé. Noble intention, mais vous ne contrôlez pas les émotions d'un autre être humain. Votre enfant aura des moments de tristesse, de frustration, de colère. Si votre critère de bon parentage exige son bonheur constant, vous vous condamnez à l'échec permanent. Au travail, vous visez la performance impeccable dans chaque tâche. Mais cette excellence a un prix. Votre santé, votre temps personnel, vos relations. Vous atteignez peut-être vos objectifs professionnels tout en détruisant les autres piliers de votre vie. Est-ce vraiment la réussite? La clé réside dans la révision consciente de vos attentes. Commencez par identifier vos standards actuels. Souvent, nous ne les avons jamais explicitement formulés. Ils opèrent en arrière-plan, générés par des messages sociétaux, des comparaisons avec autrui, des expériences passées. Prenez une feuille. Listez ce que vous pensez devoir accomplir, devenir, incarner. Ensuite, examinez chaque item critiquement. D'où vient cette attente? Est-elle réaliste compte tenu de vos ressources et contraintes actuelles? Sert-elle vraiment vos valeurs profondes ou reflète-t-elle une programmation externe? Acceptez votre unicité. Vous n'êtes personne d'autre que vous. Cessez de vous mesurer au parcours, aux réussites, aux apparences des autres. Chacun mène sa propre course avec son propre équipement de départ. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais atteignables. Décomposez les grandes aspirations en étapes gérables. Célébrez les progrès intermédiaires. Cette approche évite la surcharge et l'insatisfaction chronique qui accompagnent les attentes démesurées. Parlez de vos luttes avec des personnes de confiance. Les autres voient souvent vos qualités et capacités plus clairement que vous. Leur regard extérieur peut recalibrer votre auto-perception déformée. Vous découvrirez probablement que vous êtes bien plus compétent et valable que votre critique intérieure ne le prétend. Parfois, le perfectionnisme plonge ses racines si profondément qu'un accompagnement professionnel devient nécessaire. Thérapeutes et coachs spécialisés peuvent vous aider à démêler ces schémas et à construire une relation plus saine avec vous-même. Le chemin qui vous attend. Reconstruire la confiance en soi exige du temps, des efforts soutenus et de la patience.
Aucune transformation profonde ne se produit instantanément. Mais chaque pratique décrite ici vous rapproche de votre objectif. Vous méritez votre propre confiance. Non pas parce que vous êtes parfait, personne ne l'est, mais parce que vous êtes fondamentalement capable de naviguer dans votre vie, d'apprendre de vos expériences, de vous ajuster et de progresser. Commencez aujourd'hui. Choisissez une ou deux de ces voies et engagez-vous à les explorer pendant quelques semaines. Observez ce qui se déplace en vous. Avec la constance, vous sentirez votre rapport à vous-même se transformer. Le doute paralysant cédera progressivement la place à une assurance tranquille. Vous vous découvrirez plus apte à décider, à agir, à assumer vos choix. Cette confiance retrouvée irriguera tous les aspects de votre existence, vos relations, votre travail, votre créativité, votre bien-être. Elle constitue peut-être l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire dans votre développement personnel. Le voyage vers la confiance en soi ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir pleinement vous-même, réconcilié avec vos forces et vos limites, ancré dans la certitude que vous possédez les ressources nécessaires pour faire face à ce que la vie vous présente. Chapitre 4. Les transformations profondes de la méditation. Notre société moderne ressemble à une autoroute saturée où chacun roule à tombeau ouvert sans savoir précisément vers quelle destination. Le stress chronique est devenu notre compagnon quotidien, presque une médaille d'honneur prouvant notre engagement professionnel. L'agitation mentale perpétuelle nous semble normale. Nous avons oublié ce que signifie véritablement se sentir calme, ancré, présent. Dans ce contexte d'accélération généralisée, comment protéger notre santé, tant physique que psychologique? Comment retrouver un équilibre quand tout autour de nous pousse à la dispersion et à l'épuisement? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité apparente. La méditation et la pleine conscience offrent précisément les ressources dont nous avons besoin. Ces pratiques ne constituent pas de simples techniques de relaxation ou des modes passagères réservés aux yogis et aux hippies. Elles représentent des outils puissants, validés scientifiquement, capables de transformer radicalement votre rapport à vous-même, aux autres et au monde. Leur impact se mesure concrètement dans votre biologie comme dans votre psychologie. Deux facettes d'une même sagesse. Clarifions d'abord ce que recouvrent ces termes souvent confondus. La méditation désigne cette capacité à plonger dans un état de concentration profonde, où le tumulte extérieur s'estompe. Vous créez intentionnellement un espace intérieur protégé, un sanctuaire mental où le brouhaha ambiant ne pénètre plus. Cette immersion consciente vous permet de toucher des dimensions de votre être généralement inaccessibles. La pleine conscience, ou mindfulness, adopte une approche complémentaire. Elle consiste à habiter pleinement chaque instant en portant une attention délibérée et bienveillante à tout ce qui se présente. Vous remarquez la texture de votre café, la sensation de vos pieds sur le sol, le ton exact de la voix de votre interlocuteur. Chaque détail, chaque nuance de votre expérience reçoit sa juste reconnaissance. Ces deux pratiques, bien que distinctes dans leur approche, convergent vers le même objectif. Vous reconnecter à la réalité directe de votre expérience, au-delà du filtre perpétuel de vos pensées et de vos jugements. Ensemble, elles restaurent et fortifient votre santé globale d'une manière que peu d'autres interventions peuvent égaler. Votre corps répond, les bénéfices physiologiques mesurables. Commençons par ce qui peut sembler le plus surprenant, l'impact direct de la méditation sur votre physiologie. Pendant longtemps, le monde médical a considéré ces pratiques avec scepticisme. Comment de simples exercices mentaux pourraient-ils modifier des paramètres biologiques concrets? La recherche scientifique des dernières décennies a balayé ce scepticisme. Les données s'accumulent, cohérentes et impressionnantes. Votre pratique régulière de méditation produit des effets mesurables sur votre système cardiovasculaire. La pression artérielle des pratiquants diminue significativement. Cette baisse n'est pas anecdotique, elle réduit concrètement votre risque de développer des pathologies cardiaques, principale cause de mortalité dans les pays développés. Le mécanisme sous-jacent est fascinant.
Lorsque vous méditez, votre système nerveux parasympathique, celui responsable de la détente et de la récupération, prend le relais sur votre système sympathique hyperactif. Cette bascule régulière entraîne votre organisme à trouver plus facilement son équilibre. Progressivement, votre corps apprend à fonctionner dans un registre moins tendu, même en dehors de vos sessions formelles. La pleine conscience exerce également une influence remarquable sur vos comportements de santé. En développant une attention fine à vos sensations corporelles, vous commencez à percevoir ce dont votre organisme a réellement besoin. Vous distinguez la vraie faim de l'alimentation émotionnelle. Vous remarquez quand votre corps réclame du mouvement ou du repos. Vous captez les signaux subtils de fatigue avant d'atteindre l'épuisement. Cette écoute affinée transforme naturellement vos choix quotidiens. Vous vous orientez spontanément vers une alimentation plus nourrissante. L'exercice physique devient une célébration de vos capacités plutôt qu'une corvée à cocher. Le sommeil reçoit la priorité qu'il mérite. Ces ajustements apparemment mineurs s'accumulent pour produire une amélioration notable de votre condition physique générale et de votre vitalité. L'apaisement de l'esprit vers l'équilibre psychologique. Si les bénéfices physiques impressionnent, les transformations psychologiques de la méditation sont encore plus spectaculaires. Dans un monde où l'anxiété et la dépression atteignent des proportions épidémiques, ces pratiques offrent une voie de sortie éprouvée. La méditation agit comme un régulateur puissant de votre système de réponse au stress. Les études montrent une diminution marquée du cortisol, l'hormone du stress, chez les pratiquants réguliers. Votre amygdale, cette zone cérébrale qui sonne l'alarme face aux menaces perçues, devient progressivement moins réactive. Vous conservez votre capacité à répondre aux dangers réels, mais vous cessez de vous mettre en état d'alerte pour chaque contrariété mineure. Cette recalibration neurologique produit des effets concrets dans votre vie quotidienne. Vous remarquez que les situations qui vous plongeaient dans l'anxiété perdent de leur emprise. La présentation professionnelle stressante, le conflit familial potentiel, l'incertitude financière, ces défis ne disparaissent pas, mais votre réaction change radicalement. Vous gardez une clarté mentale qui vous permet de répondre de façon constructive plutôt que de réagir impulsivement. L'impact sur votre humeur générale mérite également d'être souligné. Les pratiquants décrivent fréquemment une amélioration de leur état émotionnel de fond. Ce n'est pas une euphorie artificielle, mais plutôt un contentement stable, moins dépendant des circonstances externes. Les événements positifs continuent de vous réjouir, mais les revers vous déstabilisent moins. Vous développez une résilience émotionnelle qui vous porte au-delà des hauts et des bas inévitables de l'existence. La pleine conscience vous enseigne particulièrement cette acceptation radicale de votre expérience intérieure. Vous apprenez à accueillir vos émotions et sensations sans jugement immédiat. La tristesse peut être présente sans que vous la qualifiez de problème à éliminer d'urgence. L'irritation surgit et vous l'observez simplement, sans vous identifier à elle. Cette distance bienveillante transforme profondément votre relation avec votre monde intérieur. Affûtez vos capacités mentales. Au-delà de l'apaisement, la méditation développe des qualités cognitives précieuses dans tous les aspects de votre vie. Votre capacité de concentration s'aiguise remarquablement. Dans notre époque de distraction constante, où les notifications fragmentent notre attention, cette compétence devient presque révolutionnaire. Chaque session de méditation constitue un entraînement de votre muscle attentionnel. Vous apprenez à maintenir votre focus sur un objet choisi, votre respiration, une sensation, un son, malgré les multiples tentatives de votre esprit de vagabonder ailleurs. Cette discipline mentale se transfère ensuite à vos activités quotidiennes. Vous devenez capable de vous plonger profondément dans une tâche complexe sans céder à la tentation de vérifier vos messages toutes les 3 minutes. Votre productivité et votre efficacité s'en trouvent naturellement améliorées. Mais au-delà de ces bénéfices pratiques, vous développez également votre capacité d'autorégulation émotionnelle. Face à une situation provocante, vous créez un espace mental, aussi bref soit-il, entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre liberté.
Vous choisissez consciemment comment réagir plutôt que de vous laisser emporter par vos réflexes conditionnés. Cette maîtrise de soi vous permet de naviguer avec plus de grâce à travers les inévitables difficultés de la vie. Le collègue irritant, le projet qui déraille, l'imprévu qui bouleverse vos plans, ces contrariétés ne déclenchent plus automatiquement une cascade de stress. Vous gardez votre équilibre intérieur même quand le monde extérieur vacille. Ce que révèle la science, les recherches de Yale. Les témoignages personnels sur les bienfaits de la méditation abondent. Mais qu'en dit la recherche scientifique rigoureuse? Les travaux menés à l'université Yale aux États-Unis ont apporté des éclaircissements fascinants sur les mécanismes neurologiques en jeu. Le docteur Judson Braver, qui dirige la clinique de neurosciences thérapeutiques de Yale, illustre parfaitement le pont entre pratique personnelle et investigation scientifique. Confronté au stress intense de ses études médicales, il a découvert la méditation comme outil de survie. Cette expérience personnelle a ensuite orienté ses recherches professionnelles vers les applications cliniques de la méditation. Ces travaux ont notamment démontré l'efficacité de la méditation dans le traitement des addictions. Les personnes dépendantes aux substances trouvent dans ces pratiques un moyen de gérer les impulsions compulsives qui les poussent vers leur drogue de prédilection. La méditation ne fait pas disparaître l'envie, mais elle crée cet espace crucial entre le désir et l'action, permettant un choix conscient. Une étude particulièrement révélatrice publiée en novembre 2011 a comparé l'activité cérébrale de méditants expérimentés, pratiquant depuis au moins 10 ans, avec celle de débutants. Les résultats ont stupéfié même les chercheurs. Les cerveaux des pratiquants chevronnés montraient une activité réduite dans les zones associées à divers troubles psychiatriques, déficit d'attention, hyperactivité, anxiété, schizophrénie, autisme et même formation des plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Fait remarquable, cet effet bénéfique apparaissait indépendamment du type spécifique de méditation pratiquée. Que les participants pratiquent la méditation de pleine conscience, la méditation transcendantale ou d'autres formes, les bénéfices neurologiques convergent. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour observer ce qui se passe dans le cerveau pendant la méditation. Une découverte particulièrement intéressante concerne le réseau du mode par défaut, cette activité cérébrale de fond qui s'active quand vous ne faites rien de particulier, laissant votre esprit vagabonder librement. Chez les débutants, ce réseau s'active normalement, générant un flot de pensées dispersées, de rumination, de planification. Chez les méditants expérimentés, même lorsque ce réseau s'active, d'autres zones cérébrales liées au contrôle cognitif et à l'auto-observation restent également actives. Ces personnes maintiennent une forme de surveillance consciente même dans leurs moments de repos mental. Plus fascinant encore, cette coactivation persiste même en dehors des sessions formelles de méditation. Les pratiquants de longue date semblent avoir créé un nouveau mode de fonctionnement cérébral par défaut, caractérisé par une présence accrue et moins de vagabondage mental égotique. Ils ont littéralement recablé leur cerveau. Histoire de transformation, des vies bouleversées. Les données scientifiques impressionnent, mais rien ne vaut les témoignages concrets de personnes dont l'existence a basculé grâce à la méditation. Ces récits incarnent la théorie et révèlent le potentiel transformateur accessible à chacun. Nick pratique depuis plus de 3 décennies. Pour lui, l'idée que la méditation modifie la structure cérébrale ne constitue pas une surprise théorique, mais une réalité vécue. Lors d'une chirurgie majeure il y a quelques années, au moment du réveil post-anesthésie, une douleur féroce l'a assailli, suivie immédiatement par la peur. Puis, sans intention consciente de sa part, les phrases qu'il répète quotidiennement dans sa pratique ont surgi spontanément dans son esprit. Instantanément, son corps s'est détendu. Cet épisode dramatique lui a prouvé viscéralement que sa pratique avait créé de nouveaux circuits neurologiques automatiques, accessibles même dans les moments de vulnérabilité extrême. Lise représente le type de transformation progressive mais profonde que beaucoup expérimentent. Après 18 mois de pratique quotidienne, sa vie s'est métamorphosée de multiples façons.
Elle a complètement reconfiguré sa relation à l'alcool, passant d'une consommation potentiellement problématique à un usage occasionnel et conscient. Son poids s'est naturellement ajusté. 10 kilos perdus et stabilisés sans régime restrictif, simplement par une écoute affinée de ses besoins réels. Elle a eu le courage d'entreprendre un travail thérapeutique sur des traumatismes anciens qui la maintenaient prisonnière depuis des décennies. La méditation ne l'a pas guérie directement de ses blessures, mais elle lui a donné la stabilité intérieure nécessaire pour les affronter. Sa pratique a cultivé en elle une gratitude profonde, même face aux difficultés, qu'elle reconnaît désormais comme des opportunités d'apprentissage. Peut-être plus significatif encore, Lise ne se sent plus terrorisée ou submergée par ses émotions. Elles peuvent surgir, occuper l'espace, puis se retirer naturellement. Elle a développé cette confiance fondamentale en sa capacité à traverser tous les états émotionnels sans en être détruite. Son niveau de stress a chuté, son anxiété chronique s'est dissipée. Elle se sent reconnectée à elle-même d'une façon qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Monica incarne l'engagement total. Pour elle, pas question de commencer modestement avec 5 ou 10 minutes. Dès le départ, elle s'est lancée dans des sessions d'1 heure. Loin de la décourager, cette immersion intensive a produit des résultats phénoménaux dès la première année. Plusieurs années plus tard, l'enthousiasme initial n'a pas faibli. Sa perception du monde s'est fondamentalement transformée. Elle remarque des dimensions de la réalité qui lui échappaient complètement auparavant. Ses interactions avec autrui ont gagné en qualité et en profondeur. Son niveau de bonheur de base s'est élevé, accompagné d'un calme et d'une énergie qu'elle qualifie de révolutionnaire. Littéralement, tout lui apparaît sous une lumière différente. La méditation structure ses journées et, selon ses propres mots, elle ne pourrait plus fonctionner normalement sans cette pratique devenue aussi essentielle que respirer. Karen a passé la majeure partie de son existence à chercher le bonheur à l'extérieur d'elle-même. Objets matériels, expériences excitantes, relations amoureuses, succès professionnel, elle pensait qu'en accumulant suffisamment de ces acquisitions externes, elle finirait par se sentir comblée. Sa vie ressemblait à une quête perpétuelle. Changer de carrière, accumuler de l'argent, voyager partout, multiplier les sorties au restaurant et au concert, acheter sans cesse de nouveaux vêtements, discuter interminablement de ses problèmes avec ses proches. Pendant 15 ans, elle a exploré diverses voies spirituelles, assisté à d'innombrables ateliers, dévoré des centaines de livres. Paradoxalement, bien que tous ces enseignements mentionnent la méditation, Karen trouvait rarement quelqu'un qui pratiquait réellement de façon soutenue. Finalement, elle a découvert des méthodes concrètes et scientifiques qui lui ont permis de commencer sa propre pratique. C'est alors que tout a basculé. La paix intérieure qu'elle cherchait frénétiquement à l'extérieur, elle l'a trouvée en elle-même. La joie, la plénitude, le sentiment d'accomplissement, tout était déjà là, à l'intérieur, attendant simplement d'être révélé. Ses circonstances externes n'ont pas fondamentalement changé, mais sa perception de sa vie s'est complètement transformée. Elle vit désormais de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que l'inverse. Son existence est devenue une aventure de conscience, de gratitude et de croissance spirituelle continue. Des outils, pas des promesses vides. Ces témoignages pourraient sembler trop beaux pour être vrais, des cas exceptionnels non représentatifs. Pourtant, ils illustrent simplement ce que des millions de personnes à travers le monde expérimentent quotidiennement. La méditation et la pleine conscience ne sont ni des modes passagères, ni des philosophies abstraites. Ce sont des technologies intérieures éprouvées, capables de transformer concrètement votre biologie, votre psychologie et votre qualité de vie. Les données scientifiques le confirment sans ambiguïté. Les témoignages personnels l'incarnent puissamment. La méditation offre des bénéfices mesurables et profonds pour votre santé physique, cardiovasculaire, immunitaire, métabolique. Elle régule puissamment votre santé mentale, réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression, amélioration de l'humeur et de la résilience. Elle développe vos capacités cognitives, concentration, créativité, autorégulation. Plus fondamentalement, elle vous reconnecte à vous-même, à cette dimension de votre être qui existe au-delà du tumulte superficiel de vos pensées et émotions.
Elle vous révèle la paix intérieure déjà présente, simplement obscurcie par l'agitation mentale constante. Dans notre monde hyperconnecté et frénétique, ces pratiques ne constituent pas un luxe réservé à quelques privilégiés. Elles représentent peut-être l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre santé globale et votre épanouissement. Quelques minutes quotidiennes, pratiquées avec régularité, suffisent à déclencher cette cascade de transformation positive. Les outils sont disponibles. La science a validé leur efficacité. Des millions de pratiquants témoignent de leur pouvoir transformateur. La seule question qui reste est: allez-vous commencer? Chapitre 5. Créez votre sanctuaire personnel. Lancer votre pratique méditative sans préparer votre environnement, c'est comme tenter de dormir dans une discothèque. Techniquement possible, mais vous vous compliquez inutilement l'existence. Nombreux sont ceux qui abandonnent la méditation après quelques tentatives frustrantes, sans réaliser que leur échec vient moins de leur incapacité à méditer que d'un cadre inadapté. Construire les bonnes conditions pour votre pratique ne demande ni budget conséquent, ni réaménagement complet de votre habitat. Quelques ajustements simples suffisent pour transformer un coin quelconque en refuge propice à l'intériorité. Voici comment orchestrer votre espace méditatif, votre zone de tranquillité. Commencez par identifier dans votre logement l'endroit le plus protégé des intrusions sonores. Un bureau à l'écart, un angle de chambre, même un placard spacieux peuvent convenir. L'essentiel est que ce lieu vous offre une bulle de calme relatif. Les bruits parasites, circulation automobile, conversation voisine, appareils électroménagers, fractionnent constamment votre attention naissante vers l'extérieur. Si vous habitez un environnement irrémédiablement bruyant, compensez avec des solutions techniques. Un casque anti-bruit crée une enveloppe sonore isolante remarquablement efficace. Des bouchons d'oreilles basiques fonctionnent également. Certains trouvent utile de diffuser des sons naturels apaisants, pluie fine, ressac océanique, bruissements forestiers, qui masquent les nuisances sans créer de distraction. Le confort physique importe autant que le silence. Impossible de vous intérioriser si votre corps hurle son inconfort. Un coussin de méditation, un tapis de yoga, même une couverture pliée sous vos fesses peuvent transformer une assise pénible en position soutenable. Testez différentes configurations jusqu'à trouver celle qui vous permet de rester immobile sans tension excessive. L'éclairage qui invite au recueillement. La lumière module puissamment votre état intérieur. Les éclairages agressifs, néons blafards, LED trop vives, maintiennent votre système nerveux en mode vigilance active. À l'opposé, une luminosité douce et tamisée signale à votre organisme qu'il peut relâcher sa garde. Les bougies offrent instantanément cette qualité de lumière apaisante. Si craignez-vous les risques d'incendie, les bougies LED imitent désormais parfaitement l'effet visuel sans le danger. Pour les pratiques matinales, la lumière naturelle du jour naissant possède des vertus particulières. Elle synchronise votre horloge biologique interne et stimule naturellement votre humeur. Positionnez-vous près d'une fenêtre orientée est et laissez les premiers rayons du soleil baigner votre espace. Les fragrances qui facilitent le lâcher-prise. Notre odorat se connecte directement aux zones cérébrales gérant les émotions et la mémoire. Certaines senteurs possèdent un pouvoir apaisant documenté scientifiquement. L'huile essentielle de lavande, par exemple, réduit mesurablement l'anxiété et favorise la relaxation. L'encens à base de bois de santal ou de résine d'oliban crée une ambiance méditative reconnue depuis des millénaires. Utilisez un diffuseur pour disperser ces arômes dans votre espace ou appliquez quelques gouttes diluées sur vos poignets. L'objectif n'est pas de saturer l'atmosphère, mais de créer un parfum subtil qui accompagne votre pratique. Veillez toutefois à ne pas surcharger votre environnement olfactif. Une fragrance trop envahissante devient elle-même une distraction. La subtilité prime sur l'intensité. Le rôle des sons et du silence. Le silence absolu reste l'idéal pour beaucoup de pratiquants, mais il n'est ni nécessaire ni toujours disponible. Certains trouvent même le silence complet déstabilisant, trop
trop chargés de leur propre rumination mentale. Un fond sonore approprié peut alors devenir un allié précieux. Les musiques conçues spécifiquement pour la méditation, composition ambiante étirée, bol tibétain, fréquence binaurale, créent un paysage sonore qui soutient votre concentration sans la capturer. Les enregistrements de phénomènes naturels, vagues régulières, pluie continue, chants d'oiseaux forestiers, produisent un effet similaire. Créez votre propre sélection de pièces qui résonnent avec vous. L'important est de choisir des sons non intrusifs, sans variation dynamique brusque qui surstimuleraient votre attention. L'ingrédient secret, la constance. Tous ces aménagements matériels soutiennent votre pratique, mais aucun ne remplace l'élément vraiment déterminant, votre engagement à pratiquer régulièrement. La régularité forge l'habitude, et l'habitude dissout la résistance. Réservez un créneau horaire fixe chaque jour. Même 5 minutes comptent davantage qu'une heure sporadique. Votre cerveau apprend par répétition. Quand vous vous installez quotidiennement au même endroit, à la même heure, votre système nerveux commence à anticiper ce moment. Progressivement, entrer en état méditatif devient plus fluide, presque automatique. Ne vous découragez pas les jours difficiles où votre esprit refuse de se calmer. Ces sessions ratées construisent aussi votre pratique. La persévérance compte infiniment plus que la performance. Chapitre 6. Votre première session. Mode d'emploi. Vous avez préparé votre espace, compris les bienfaits, résolu de vous lancer. Mais face à votre coussin, une question surgit. Concrètement, que fais-je maintenant? Ce guide pratique transforme votre intention en action concrète. Première étape. Trouvez votre refuge. Votre pratique commence par le choix d'un lieu propice au retrait intérieur. Pas besoin d'une pièce somptueuse, un coin tranquille suffit. Chambre, salon temporairement réorganisé, jardin isolé. L'essentiel est de pouvoir vous couper du flux ordinaire de vos obligations. Installez les éléments qui soutiennent votre confort. Coussin, tapis, couverture à portée de main. Ces détails matériels éliminent les sources de distraction physique et facilitent votre immersion. Deuxième étape. Posez votre intention et votre durée. Avant de fermer les yeux, clarifiez pourquoi vous méditez aujourd'hui. Réduire le stress, améliorer votre concentration, cultiver la paix intérieure. Cette orientation consciente donne une direction à votre session sans la rigidifier. Déterminez ensuite votre durée. Pour débuter, 5 à 10 minutes suffisent largement. Programmez un minuteur avec une sonnerie douce. Vous vous libérez ainsi de surveiller l'heure et pouvez vous abandonner totalement. Avec le temps, vous augmenterez naturellement la durée quand vous serez prêt. Troisième étape. Choisissez votre approche. La méditation se décline en plusieurs techniques répondant à différentes sensibilités. La pleine conscience vous ancre dans le moment présent. Vous observez votre respiration, vos sensations corporelles, vos pensées, sans jugement. Cette approche développe une présence éveillée qui se transfère à votre quotidien. Les méditations guidées offrent un cadre rassurant. Une voix vous accompagne, propose des visualisations, dirige votre attention. Idéal pour éviter de vous perdre dans vos pensées. La méditation de bienveillance génère des sentiments de bonté envers vous-même, puis, progressivement, vers tous les êtres. Elle dissout les blocages émotionnels et élargit votre empathie. La méditation avec mantra utilise la répétition silencieuse d'un son sacré. Cette encre verbale occupe votre mental bavard, permettant à des niveaux plus profonds de conscience d'émerger. Vous pouvez alterner selon vos besoins. L'essentiel est de commencer quelque part. Quatrième étape. Harmonisez souffle et conscience. Installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux. Commencez par quelques respirations amples et conscientes. Inspirez profondément, expirez lentement en relâchant toute tension. Après 3 ou 4 cycles, laissez votre respiration reprendre son rythme naturel. Observez simplement ce mouvement spontané.
l'air qui entre, le soulèvement de votre poitrine, la pause entre inspiration et expiration. Inévitablement, votre attention dérivera. Une pensée surgira. C'est normal. Votre esprit fait ce qu'il fait naturellement. Dès que vous réalisez le vagabondage, ramenez doucement votre attention au souffle. Ce retour constitue l'essence même de la pratique. Chaque fois que vous remarquez la distraction et revenez consciemment, vous renforcez votre capacité attentionnelle. 5e étape. Observez sans juger. Si vous pratiquez la pleine conscience, élargissez votre champ d'attention au-delà du souffle. Remarquez les pensées qui émergent. Ne cherchez pas à les arrêter, impossible de toute façon. Ne les suivez pas non plus. Observez-les simplement apparaître, exister, puis se dissoudre. Imaginez votre esprit comme un ciel vaste. Les pensées sont des nuages qui traversent ce ciel, certains légers, d'autres menaçants. Mais tout se passe. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Cette observation détachée transforme votre relation à vos pensées. Vous découvrez qu'elles ne vous commandent pas, qu'elles perdent leur pouvoir dès que vous cessez de les croire inconditionnellement. 6e étape. Cultivez la bienveillance. Pour ceux qui explorent la méditation de bonté, dirigez votre attention vers votre cœur. Générez un sentiment de tendresse envers vous-même. Offrez-vous silencieusement des phrases comme « que je sois en paix »,« que je sois heureux ». Laissez cette chaleur vous remplir. Puis visualisez quelqu'un que vous aimez et étendez ces mêmes souhaits vers cette personne. Progressivement, incluez des personnes neutres, puis même celles avec qui vous avez des difficultés. Cette expansion graduelle dissout les frontières artificielles entre soi et autrui. 7e étape. Engagez-vous dans la régularité. Lorsque votre minuteur sonne, ne bondissez pas immédiatement. Prenez quelques respirations pour honorer ce moment. Ouvrez lentement les yeux, bougez doucement, étirez-vous si nécessaire. Rappelez-vous, cette session n'est qu'une goutte dans l'océan de votre pratique à long terme. La transformation véritable vient de la régularité, pas de l'intensité sporadique. Mieux vaut 5 minutes quotidiennes qu'une heure hebdomadaire. Votre engagement constant sculpte progressivement votre esprit, comme l'eau qui coule inlassablement finit par creuser la pierre. Avec les semaines, votre pratique s'approfondira naturellement. Ce qui semblait difficile deviendra fluide. Vous découvrirez des dimensions de vous-même que l'agitation quotidienne masquait. Cette aventure intérieure commence maintenant, par ce premier pas simple mais courageux. Chapitre 7. Explorer la palette méditative. La méditation n'est pas une pratique monolithique figée dans une forme unique. Elle se décline en une riche variété d'approches, chacune offrant des portes d'entrée différentes vers la présence consciente. Certains s'épanouissent dans l'immobilité silencieuse, d'autres trouvent leur voie dans le mouvement contemplatif. Votre tempérament, vos besoins du moment et même votre état physique déterminent quelle forme vous convient le mieux. Explorer cette diversité vous permet de construire une pratique vivante, adaptable, qui évolue avec vous plutôt que de vous enfermer dans un carcan rigide. Découvrons ensemble ces différentes expressions de la conscience méditative. L'assise, ancrage dans la présence immobile. S'asseoir pour méditer constitue probablement l'image la plus répandue de cette pratique. Cette immobilité délibérée crée les conditions idéales pour observer directement le fonctionnement de votre esprit. Lorsque votre corps cesse de bouger, l'agitation mentale habituelle devient soudainement très visible, comme les sédiments qui se déposent au fond d'un verre d'eau qu'on vient de poser. Commencez par trouver une position qui allie stabilité et confort. Vous pouvez vous installer sur un coussin de méditation, les jambes croisées, ou sur une chaise, pieds bien à plat au sol. L'essentiel est de maintenir votre colonne vertébrale droite sans rigidité. Imaginez qu'un fil invisible tire doucement le sommet de votre crâne vers le ciel. Cette posture verticale n'exprime pas une tension militaire, mais une dignité naturelle, une présence incarnée. Détendez consciemment votre visage, souvent crispé sans que vous le remarquiez.
Relâchez vos épaules qui remontent chroniquement vers vos oreilles sous l'effet du stress. Laissez votre nuque s'allonger, votre dos s'élargir. Vos mains peuvent reposer simplement sur vos genoux ou vos cuisses, paumes tournées vers le bas pour favoriser l'ancrage, ou vers le haut pour une qualité plus réceptive. Votre respiration devient votre ancre principale. Pas besoin de la manipuler ou de la contrôler. Laissez-la simplement suivre son rythme organique. Votre attention se pose sur les sensations qu'elle génère. Le passage de l'air dans vos narines, le soulèvement de votre abdomen, la pause naturelle entre inspiration et expiration. Chaque fois que votre esprit dérive, et il dérivera encore et encore, ramenez-le patiemment à ce mouvement respiratoire. Cette simplicité apparente cache une profondeur insoupçonnée. À mesure que votre pratique mûrit, vous commencez à percevoir simultanément votre respiration, vos sensations corporelles, vos émotions et vos pensées, sans vous identifier à aucune. Vous développez cette capacité d'observation panoramique où tout peut être présent sans vous submerger. Même le positionnement de vos mains influence subtilement votre état intérieur. Expérimentez, mains jointes en mudra, paumes sur les genoux, mains posées l'une dans l'autre. Ces variations subtiles modifient votre qualité énergétique de façon que vous apprendrez à reconnaître avec l'expérience. Concernant la durée, commencez modestement. 5 à 10 minutes suffisent. Mieux vaut une pratique brève et régulière qu'une session marathon qui vous dégoûte. Augmentez progressivement jusqu'à trouver votre sweet spot, ce point où la pratique vous nourrit sans devenir un fardeau. Lorsque l'impulsion de terminer surgit, ne bondissez pas immédiatement. Observez cette impulsion elle-même. D'où vient-elle vraiment? Impatience? Inconfort physique? Fuite d'une émotion difficile? Consacrez quelques respirations à examiner cette envie de fuir avant de clore consciemment votre session. Cette transition attentive vous entraîne à rester présent même dans les moments de changement. Variation thématique de l'assise. La méditation assise peut prendre de nombreuses colorations selon votre intention et votre focus. Générez la bienveillance aimante. Fermez les yeux et amenez à l'esprit quelqu'un que vous aimez profondément, ou vous-même si c'est plus accessible. Visualisez clairement cette personne et laissez monter les sensations de tendresse et d'affection qui l'accompagnent. Formulez silencieusement des souhaits sincères, que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, que tu sois en paix. Ressentez ces intentions émaner de votre cœur comme des ondes chaudes. Cette pratique dissout progressivement les blocages émotionnels et élargit votre capacité d'amour inconditionnel. Observez le flux mental. Installez-vous confortablement et regardez simplement vos pensées et émotions défiler. N'essayez pas de les arrêter, de les analyser ou de les juger. Laissez-les traverser votre conscience comme des nuages traversent le ciel, apparaissant, existant brièvement, se dissolvant. Vous êtes le ciel vaste, pas les formations nuageuses passagères. Cette observation détachée révèle que vous n'êtes pas vos pensées, que vous pouvez en être le témoin conscient plutôt que leur prisonnier. Contemplez la flamme. Placez une bougie allumée à hauteur de vos yeux, à environ 1 mètre de distance. Laissez votre regard se poser doucement sur la flamme dansante. Observez ses mouvements hypnotiques, ses variations de couleurs, sa forme changeante. Quand votre attention dérive, ramenez-la patiemment à cette lumière vivante. Le point focal externe facilite souvent la concentration pour ceux dont l'esprit vagabonde trop facilement dans l'abstraction. Accueillir le paysage sonore. Asseyez-vous et ouvrez votre conscience aux sons environnants. N'essayez pas de les identifier, de les catégoriser ou de construire des histoires à leur sujet. Accueillez simplement la symphonie acoustique qui vous entoure. Chants d'oiseaux lointains, ronronnement du réfrigérateur, murmure de la circulation, tic-tac de l'horloge. Remarquez comment chaque son émerge du silence, existe un moment, puis retourne au silence. Cette écoute pure vous ancre dans le présent sensoriel. Méditez sur une couleur. Choisissez une teinte qui vous attire, bleu profond, vert émeraude, violet mystique.
Visualisez-la mentalement ou contemplez un objet de cette couleur. Plongez totalement dans cette expérience chromatique. Explorez ses nuances, sa saturation, les sensations et émotions qu'elle évoque. Laissez cette couleur vous remplir, vous baigner, vous imprégner. Cette focalisation colorée peut avoir des effets énergétiques subtils que vous découvrirez par l'expérience. Marcher en conscience. Méditation en mouvement. Pour certains, rester immobile relève du supplice, particulièrement en période d'agitation émotionnelle intense. Le corps a besoin de bouger pour métaboliser l'énergie accumulée. La méditation marchée offre une alternative parfaite, transformant un geste quotidien ordinaire en pratique spirituelle profonde. Cette approche peut se pratiquer formellement dans un jardin zen, un couloir silencieux, traçant inlassablement le même parcours court, ou informellement au cœur de votre vie quotidienne. Votre trajet matinal vers le bureau, votre promenade avec le chien, votre déambulation dans un parc, tous ces moments peuvent devenir des occasions de présence éveillée. La clé réside dans votre qualité d'attention. Ralentissez légèrement votre allure habituelle. Ressentez chaque phase du pas, le soulèvement du talon, le transfert du poids, le contact de la plante du pied avec le sol, la propulsion vers l'avant. Synchronisez éventuellement votre respiration avec vos pas. Inspirez sur 3 pas, expirez sur 3 pas, par exemple. Quand votre esprit s'évade vers la liste de courses ou la réunion de cet après-midi, ramenez-le gentiment aux sensations de marche et de respiration. Le mouvement physique ancre souvent plus facilement l'attention volatile que l'immobilité. Les bénéfices s'accumulent sur plusieurs plans. Physiquement, vous maintenez une activité corporelle bénéfique